Si vous jouez au tennis, vous êtes sûrement déjà tombé sur des vidéos de type compilation. Le principe de ces vidéos est simple, voir les plus beaux points d'un match en quelques minutes. Vous avez alors un résumé rapide d'un match ou d'un tournoi où les meilleurs points s'enchaînent les uns après les autres. On retrouve alors les meilleurs points du tennis en seulement quelques minutes, comme les coups gagnants, les passings en bout de course ou encore les coups entre les jambes. L'avantage de ces vidéos, c'est qu'elles vous donnent directement accès au côté spectaculaire du tennis. Vous évitez alors les passages ennuyeux comme les fautes directes, les changements de côté ou l'attente entre deux points. Avec ces vidéos, on n'a plus besoin de rester 1h30 devant sa télé ou de regarder des pubs à chaque changement de côté. Il suffit de sortir son téléphone, d'ouvrir YouTube et on a accès à tous les plus beaux points du moment. Et c'est vrai que maintenant, on a tous pris l'habitude de le faire. C'est d'ailleurs ce qui explique que ces vidéos marchent si bien. Il suffit de voir leur nombre de vues pour se rendre compte qu'elles plaisent énormément. Mais cette tendance à avoir toujours plus de spectaculaire pose un vrai problème. Comment pouvez-vous profiter pleinement d'un match, de ses actions ou encore de ses rebondissements si vous le réduisez seulement à quelques points? C'est un peu comme si vous ne regardez que la scène d'action finale d'une série ou même d'un film, ou encore si vous ne voyez que les buts lors de la dernière Coupe du Monde. C'est impressionnant, mais vous n'avez pas toute l'histoire derrière. Et au tennis, c'est exactement la même chose. Vous ne savez pas si les joueurs étaient accrochés, si un joueur a dominé la rencontre plus que l'autre, ou encore s'il y a eu un changement tactique au cours de la rencontre. Vous perdez ainsi toute la dimension tactique du tennis qui est pourtant si importante. Federer ne gagne pas ses matchs parce qu'il fait un coup entre les jambes, ou Nadal parce qu'il fait un passing en bout de course sorti nulle part. Mais bel et bien parce qu'ils ont un schéma tactique précis qu'ils suivent tout au long du match. C'est pourquoi l'objectif de cette vidéo, c'est justement de vous montrer le schéma tactique de Federer et en quoi ce schéma lui permet encore d'être très compétitif à l'âge de 38 ans. Imaginez que vous êtes au tennis. Vous jouez contre un adversaire meilleur que vous. Il vous fait littéralement visiter le court et vous sentez que ça va être difficile de renverser la situation. Pourtant, vous avez quand même essayé de changer votre façon de jouer. Et même essayé de le surprendre par divers moyens. Mais rien à faire, le match va vous échapper. Sauf si votre adversaire se blesse malencontreusement, mais ça a peu de chances d'arriver. Ou que d'un coup, vous vous mettiez à jouer le match de votre vie et que vous fassiez coup gagnant sur coup gagnant. Mais si ça non plus ça ne marche pas, vous pourriez peut-être faire appel à une intelligence artificielle qui prédirait à votre place tous les coups que s'apprête à faire votre adversaire. Comme ça, vous pourriez facilement retourner tous ses services, puisque vous savez exactement où il va servir. Vos volées seraient parfaites, puisque vous sauriez s'il va faire un passing longue ligne ou un passing croisé. Vous seriez donc capable d'anticiper ses moindres faits et gestes. Cette situation, bien qu'irréaliste, n'est pas tant dénuée de sens que ça. Puisque c'est justement ce qu'une étude sortie début 2019 a essayé de faire. Prédire le prochain coup que va jouer un joueur de tennis. Les chercheurs de cette étude se sont particulièrement intéressés à 3 joueurs. Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. En utilisant la technologie Hawkeye, ils ont analysé des données relatives aux coups joués par ces 3 joueurs sur une grande quantité de matchs. Parmi ces données, on retrouve par exemple le nombre de fois que Nadal sert côté extérieur dans un match. Ou encore le nombre de coups droits joués le long de la ligne par Federer. Vous ajoutez à ça plein d'autres données dans le même genre, et vous obtenez un algorithme étant capable de prédire le prochain coup que ces joueurs vont faire à un moment donné dans le match. C'est-à-dire que les chercheurs ont en quelque sorte créé une machine de calcul capable d'anticiper les moindres faits et gestes des meilleurs joueurs mondiaux. Avec cet outil, ils ont réussi à prédire avec un très faible taux d'erreur les coups joués par Nadal et par Djokovic. Mais ce qui les a surpris, c'est qu'ils se sont rendus compte que l'algorithme avait bien plus de mal à prédire les coups joués par Federer. Ça voudrait donc dire que les schémas de jeu de Federer ne sont pas facilement identifiables, même par une machine. Pour faire simple, dites-vous que si Federer se retrouve plusieurs fois dans la même situation dans un match, il ne va pas forcément faire le même coup à chaque fois. Ce que Nadal et Djokovic auront plus tendance à faire selon l'algorithme. Tout ça pour vous dire que si une intelligence artificielle a déjà du mal à prédire le prochain coup que va jouer Federer, alors pour vous, ce sera très difficile d'anticiper quoi que ce soit si vous vous retrouvez face à lui. Maintenant, on peut se demander pourquoi l'algorithme n'a pas été capable de prédire les prochains coups joués par Federer. Qu'est-ce qu'il fait de si différent comparé à Nadal et Djokovic? Eh bien, une des forces de Federer, c'est qu'il s'efforce à beaucoup varier son jeu. C'est-à-dire qu'en match, il va essayer d'alterner un maximum ses coups. Il va jouer long, jouer court, faire des reverse slicés, monter au filet, ou encore faire des amortis.
Alors, vous ne voyez peut-être rien d'étonnant au fait qu'il ne fasse pas toujours les mêmes coups pendant un match. Parce qu'après tout, s'il ne faisait par exemple que des coups droits, vous ne pensez pas que ses adversaires pourraient facilement l'anticiper et donc le contrer? Eh bien, pas tant que ça. Car tout le monde possède des coups forts, c'est-à-dire des coups qu'il préfère à d'autres. C'est même certainement votre cas. Parce que j'avoue que c'est le mien par exemple. J'ai naturellement plus confiance en mon coup droit qu'en mon revers. Il est donc tout à fait logique que je préfère m'appuyer sur mes coups forts pour gagner un match, plutôt que d'utiliser mes coups plus faibles pour essayer de varier mon jeu. Et c'est d'ailleurs ce que la grande majorité des joueurs professionnels décident de faire. C'est le cas de Gilles Simon par exemple, qui est un joueur basant son jeu sur de longs échanges jusqu'à épuisement de l'adversaire. Pour rester dans cette filière de jeu qu'il maîtrise très bien, Simon ne monte que très peu au filet et utilise rarement d'autres coups, comme par exemple le revers slicé ou les amortis. On peut aussi s'intéresser au style de jeu opposé, avec le croate Ivo Karlovic, qui, du haut de ses 2,11 m, base tout son jeu sur la puissance de son service et sur son jeu au filet. Pour garder son style de jeu agressif tout le long du match, Karlovic est un joueur qui reste très peu en fond de court. Simon et Karlovic sont deux exemples de joueurs qui ont des schémas de jeu très clairement définis qu'ils s'efforcent à tenir sur toute la durée du match. Mais ce n'est pas le cas de Federer, qui lui va essayer de beaucoup plus varier ses schémas de jeu. En 2019, 44% des coups qu'il a joués étaient des coups droits, ce qui est tout à fait dans la moyenne du circuit professionnel. Mais là où il se différencie, c'est côté revers. 29% des coups que Federer a joués étaient des revers liftés, et 17% des revers slicés. C'est une répartition bien plus homogène que la moyenne des joueurs, qui elle se situe autour des 36 et 9%. Et si on s'amuse à le comparer avec Simon et Karlovic, la différence est encore plus criante, puisque Simon réalise seulement 1,4% de revers slicés et Karlovic seulement 1,6% de revers liftés. On peut même aller plus loin et faire les mêmes comparaisons pour le jeu au filet. Toujours en 2019, Federer réalise 6,8% de volées, c'est-à-dire qu'un coup sur 14 qu'il joue est une volée. Si on intègre ce pourcentage à ceux de son revers et de son coup droit, on se rend compte que c'est un joueur bien plus polyvalent que la moyenne, et que ça n'a rien à voir avec les stats très hétérogènes de Simon et de Karlovic. Toutes ces statistiques sont là pour vous montrer qu'il est très difficile pour n'importe quel joueur de tennis d'anticiper les coups joués par Federer. Mais ça voudrait dire qu'il suffirait de bien varier pour devenir un maître tacticien du tennis? Vous vous doutez bien que non, car ce serait oublier une dimension essentielle de la tactique de Federer, le fait qu'il vous empêche de mettre en place votre jeu. Je ne sais pas s'il vous arrive de regarder des vidéos d'entraînement de joueurs de tennis, mais nous, on adore ça. C'est un type de vidéo qui cartonne bien depuis quelques années, car ça nous montre ce qui se passe un petit peu derrière les matchs. On y voit souvent des joueurs faire des gammes ou encore des sets d'entraînement. Et l'avantage c'est qu'on a des prises de vue bien plus proches des joueurs. Les échanges sont bien plus longs et les joueurs ont le temps de faire leurs coups. On remarque qu'ils jouent bien différemment par rapport à une situation de match. C'est particulièrement frappant quand on voit Federer s'entraîner puisqu'il joue très décontracté. Il donne alors une impression de facilité, voire même de nonchalance. Et c'est étonnant quand on sait que Federer est l'un des joueurs les plus vifs et dynamiques en situation de match. Quand il y a de l'enjeu, Federer n'hésite pas à sauter sur chaque balle pour mettre la pression sur son adversaire. Cette notion de pression est omniprésente dans le schéma tactique de Federer. On pourrait d'ailleurs la définir comme une contrainte psychologique que l'on impose à quelqu'un. C'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup au football, où vous allez contraindre le porteur de ballon à faire une action précipitée en faisant le pressing sur lui. En se rapprochant de lui, vous allez réduire ses possibilités et l'obliger à prendre une décision rapidement. Vous espérez ainsi qu'il rate sa passe ou son action dans le but de récupérer la balle. Au tennis, ça fonctionne exactement de la même façon. Si vous vous faites sans cesse agresser, vous n'allez pas pouvoir mettre votre jeu en place. On retrouve d'ailleurs beaucoup cette situation sur la deuxième balle de service. Si votre adversaire vous agresse sur chacune de vos deuxièmes balles, vous allez commencer à cogiter. Et par exemple, vous allez vous dire: putain, je me fais allumer sur toutes mes deuxièmes balles. Vas-y, va vraiment falloir que je fasse plus de premières. Ah ouais, il veut voir de quoi je suis capable? Et ben je vais faire comme lui, je vais envoyer que des souches. Federer utilise cet aspect psychologique à merveille. Ce que dit Alex de Minaur en est la parfaite illustration. Après avoir perdu face à Federer lors du tournoi de balle en 2019, il a déclaré la chose suivante: Federer vous met constamment sous pression. Toute balle qui n'est pas à 1 mètre de ligne de fond de court est une balle courte pour lui. En fait, jouer contre Federer est extrêmement difficile car vous ne pourrez pas mettre votre jeu en place contre lui.
Il va sans arrêt vous agresser et ainsi vous mettre sous pression. Et on le voit bien quand on se rend compte que la durée moyenne d'un échange pour Federer est de 3,8 coups, alors que pour Nadal et Djokovic, c'est respectivement 4,5 et 4,9 coups. C'est-à-dire qu'en moyenne, il va frapper moins de 2 coups par point. Donc, par exemple, si votre jeu est de construire le point avec votre coup droit, vous avez une marge de manœuvre extrêmement réduite pour appliquer votre jeu. Vous vous retrouvez donc dans une situation psychologique où il faut agir vite et bien, sous peine d'être complètement solo et de perdre vos moyens. En 2015, Stan Wawrinka affronte Roger Federer en demi-finale du Masters. Il perd 7-5, 6-3, puis déclare la chose suivante. Le jeu de Roger est celui qui me convient le moins de tous les grands joueurs. Il varie beaucoup, sert bien, joue vite et met beaucoup de pression. Ce qui est particulièrement marquant lors de cette déclaration, c'est qu'on retrouve les 2 points qu'on a évoqués précédemment. Premièrement, le fait qu'il varie beaucoup. Et deuxièmement, le fait qu'il joue vite et vous met beaucoup de pression. La tactique de Federer est donc de combiner les deux. Être imprévisible en variant beaucoup et mettre constamment la pression sur son adversaire en jouant vite. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un adversaire qui va sans arrêt vous surprendre, et qu'en plus, il va vous laisser peu de temps pour réagir. C'est un peu comme si vous étiez en voiture, sur une route que vous ne connaissiez pas, et que votre GPS vous disait de tourner au dernier moment. Vous vous retrouvez alors dans une situation délicate où, soit vous réagissez vite et bien, et donc vous allez dans la bonne direction, soit vous ne réagissez pas à temps et vous vous retrouvez dans la mauvaise direction. Et dans le pire des cas, vous décidez quand même de tourner, et vous causez un accident. On retrouve à la fois le côté imprévisible avec le GPS, et le fait de devoir agir vite pour aller dans la bonne direction. La combinaison de ces 2 stratégies fonctionne à merveille pour Federer. Et c'est d'ailleurs ce qui lui permet de rester dans le top mondial depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs un schéma tactique qui pourrait donner des idées aux plus jeunes, notamment dans un tennis devenu de plus en plus stéréotypé, par des joueurs frappant fort en fond de court, et où amener de la variété ne pourrait que rendre le tennis plus attrayant. Suite à notre vidéo d'analyse technique sur Federer, vous avez été nombreux à nous demander que nous abordions d'autres sujets sur lui. On espère donc que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments de réponse. D'ailleurs, nous sommes toujours très intéressés pour réaliser d'autres vidéos de ce type. Donc dites-nous dans les commentaires si vous avez encore des axes d'analyse qui vous intéressent particulièrement à propos de Federer, ou même d'un autre joueur. Et si vous faites de la compétition et vous souhaitez battre un rameur, comme peut l'être Gilles Simon dont nous avons parlé dans cette vidéo, nous avons groupé toutes les stratégies à suivre dans un guide que vous pouvez retrouver sur notre site. Le lien pour le télécharger se trouve dans la description. Et si vous aimez le travail d'analyse qu'on fait, likez cette vidéo et abonnez-vous pour nous montrer votre soutien et nous aider à développer cette chaîne. Et nous, on vous dit à très vite!